Je remercie naturellement M. David Lerazon, le président de l'Institut d'études politiques de Madagascar, pour son accueil. Je remercie également tout le personnel qui m'a aidé à préparer cette conférence. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque vous avez vu que l'actualité internationale aujourd'hui, que ce soit entre les États-Unis et la Corée du Nord, que ce soit les déboires de l'Europe, pays par pays, que ce soit les déboires industriels de l'Europe, que ce soit également la montée en puissance de la Russie au Proche-Orient, et également d'un certain nombre de choses qui se passent entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, je pense, est d'actualité. Il est d'autant d'actualité que depuis le 19 janvier dernier, nous avons un nouveau président de la République, donc une nouvelle stratégie diplomatique et donc un nouveau plan de travail, tant national qu'international, puisque, comme je l'ai écrit, comme je l'ai toujours dit, je pense que l'action diplomatique de Madagascar est fondamentale pour le développement du pays, que ce soit à l'égard de nos partenaires ou que ce soit nos partenaires à Madagascar. C'est extrêmement important, mais j'y reviendrai. Le thème de cette conversation est les opportunités de Madagascar face à la nouvelle trilatérale. J'estime, et c'est un postulat, que 3 pays dirigent le monde, 3 pays qui sont les États-Unis d'Amérique, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Je vais d'abord essayer de remettre en perspective chacun de ces 3 pays avec ses forces et ses faiblesses. Je commencerai par les États-Unis d'Amérique. L'élection du président Donald John Trump a permis aux États-Unis d'Amérique, c'est subjectif ce que je dis naturellement, ce n'est pas du tout objectif, l'arrivée du président Trump a permis de remettre l'Amérique, je dirais, au devant de la scène. Make America Great Again, MAGA, qui est le leitmotiv du président Trump, n'est pas seulement le leitmotiv du président Trump, puisque j'estime que ce caractère patriotique de la politique économique, diplomatique et commerciale des États-Unis l'est, quels que soient les présidents. Du père Bush, fils Bush, de Bill Clinton, et également du président Barack Obama. Je crois qu'il y a une vraie permanence, et j'en parlerai tout à l'heure, dans la politique américaine dans son ensemble. Le président Trump n'a pas inventé le slogan « Make America Great Again », il a simplement dit que les États-Unis d'Amérique, qui sont une grande puissance depuis la moitié du XXe siècle, doivent revenir au devant de la scène. Ils doivent revenir au devant de la scène pour la défense de leur industrie, naturellement, l'industrie militaire, qui est extrêmement puissante et qui est aux mains quasi exclusivement de l'État américain, directement ou indirectement, mais également d'autres industries comme la sidérurgie, voire l'extraction pétrolière avec l'exploitation du gaz de schiste, qui est maintenant très important, avec également l'exploitation pétrolifère en Alaska et au Texas. Donc la défense de leur industrie, la prééminence de leur économie également, grâce au dollar. Et vous avez vu qu'au cours de ces dernières années, des banques très importantes comme BNP Paribas ont été frappées d'amendes de plusieurs milliards de dollars parce qu'elles avaient commercé avec l'Iran. Et c'est justement parce qu'elles avaient commercé avec l'Iran en dollars que ces banques ont été frappées de pénalités. Donc la prééminence de leur économie se fait par une toute-puissance financière, dans la mesure où le rouble et le renminbi, le yuan, ne sont pas convertibles, en tout cas ne permettent pas des échanges internationaux, donc il y a une très grande puissance du dollar à travers le monde. Troisième chose, c'est le contrôle de leurs échanges commerciaux avec le reste du monde. Et ça, on reviendra tout à l'heure par rapport
aux relations qu'ont les États-Unis d'Amérique avec la République populaire de Chine. Alors maintenant, naturellement, cette puissance fait miroir avec un certain nombre de faiblesses qui ne sont pas de vraies faiblesses. Pour faire plaisir aux bien-pensants, je dirais que une des faiblesses des États-Unis d'Amérique, et précisément de l'administration Trump, c'est le fait que la presse des États-Unis d'Amérique, mais aussi la presse mondiale, est contre le président Donald John Trump, que les ONG droits de l'hommistes sont contre le président Trump, qu'un certain nombre de gouvernements socialistes à travers le monde sont contre le président Trump, ce qui altère quelque peu l'image des États-Unis d'Amérique. Mais de mon point de vue, d'une part, cela n'infléchit en rien la prééminence des États-Unis d'Amérique et la politique qu'entend imprimer le président Donald John Trump à travers le monde, d'une part, et d'autre part, cela ne, pour parler gentiment, cela ne fait que peu de cas par rapport à la stratégie du président Trump. Et on l'a vu hier soir, quand le président Kim Jong-un a été un petit peu dur dans les négociations, le président Donald John Trump a tout de suite quitté Hanoï pour rentrer aux États-Unis d'Amérique et laisser en plan cette deuxième conférence internationale entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Donc voilà pour les États-Unis, ce qu'il faut bien voir, c'est que la politique permanente des États-Unis d'Amérique, je le répète, y compris depuis le président Ronald Reagan, c'est America First, les États-Unis d'abord. Pour une raison notamment historique, c'est que les États-Unis d'Amérique ont libéré l'Europe. Pendant qu'un certain nombre de peuples collaboraient avec l'ennemi, bon là c'est pas politiquement correct ce que je viens de dire, pendant qu'un certain nombre de peuples européens collaboraient avec l'ennemi, ce sont les gosses du Michigan, les gosses du Texas, les gosses de Californie qui sont venus libérer l'Europe. Et de ce point de vue-là, les États-Unis d'Amérique jouent un rôle majeur aujourd'hui encore. Je ne parlerai pas naturellement du parapluie militaire de l'OTAN qui protège peu ou prou l'Europe de l'Ouest. Je vais juste boire un coup. Excusez-moi. Le deuxième pays pour lequel je parlerai, c'est la République populaire de Chine. Le président Mao Tse-tung a construit la Chine nouvelle. Le président Deng Xiaoping a décidé de moderniser l'appareil économique chinois. C'est lui qui a amené ce qu'aujourd'hui le président Deng Xiaoping est en train de mettre en place, c'est-à-dire dans une économie ultralibérale, le Parti communiste chinois demeure à sa place, c'est-à-dire qu'il a toute sa place et c'est lui qui encadre un certain nombre de choses. Mais bien sûr, nous sommes dans une économie libérale. Économie libérale, et on le voit par rapport aux besoins chinois, et notamment en termes d'alimentation pour sa population, la République populaire de Chine a besoin de beaucoup de choses pour se développer encore plus. 1,3 milliard habitants qu'il faut faire manger, qu'il faut vêtir, qu'il faut héberger, et qui doivent également propulser la République populaire de Chine, qui est déjà, de mon point de vue, la première économie mondiale. Et de mon point de vue également, je pense que c'est la première puissance mondiale, puisqu'elle dispose, comme 9 autres puissances, de l'arme atomique. La République populaire de Chine dispose également d'une puissance aérospatiale, d'une armée puissante, on verra ça tout à l'heure. Donc, la Chine doit apporter un certain nombre de choses pour continuer à se développer. C'est ainsi qu'ils ont créé, en 2013, le concept de la route de la soie. Mais quitte à mal parler, je dirais qu'il ne faut pas
Il ne faut pas prendre la route de la soie pour ce qu'elle n'est pas. Je ne dirai pas ce qu'elle n'est pas, mais je vais dire ce qu'elle est. La route de la soie s'inscrit aujourd'hui dans un besoin exclusif, de mon point de vue, de sécuriser les approvisionnements internationaux de la Chine. C'est pour ça qu'il crée des routes, des réseaux ferrés, des ports, des gazoducs internationaux. Donc la route de la soie, de mon point de vue, est exclusivement là pour irriguer vers la République populaire de Chine un certain nombre de choses dont elle a besoin pour continuer son développement. Les faiblesses qui sont de mon point de vue pas de grandes faiblesses, mais qui existent quand même, c'est la lutte contre un autre géant qui est l'Inde. Et l'Inde, justement, sous la direction du Premier ministre Modi, qui est un ultranationaliste, également, comme le président Xi Jinping et le président Donald John Trump, est également un ultranationaliste, qui a lancé en 2016 ce que l'on appelle la route de la liberté. Et cette route de la liberté propose de créer une région Indo-Pacifique, donc qui va de l'Inde jusqu'au Pacifique, en passant par le sud, naturellement, en n'empiétant pas sur la République populaire de Chine, par le sud, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, toute l'Indochine, toute l'ancienne Indochine, et qui s'inscrit plutôt dans un cadre d'économie durable, de développement durable, puisque les infrastructures qui sont utilisées pour cette route de la liberté sont principalement les voies maritimes, avec naturellement une faible empreinte carbone. La route de la liberté se veut un espace de coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du secteur manufacturier, naturellement, et de la gestion des catastrophes. La gestion des catastrophes qui sont bien connues dans cette région, que ce soit l'Inde, que ce soit les Philippines, l'Indochine. Donc, ces gouvernements-là sont très aguerris en matière de catastrophes naturelles. Donc voilà un petit peu l'image de la Chine. Donc vous voyez cette route de la liberté, y compris par le très faible élan médiatique qu'elle a suscité, n'est pas vraiment une menace pour la République populaire de la Chine. Le troisième pays, c'est la Fédération de Russie. Avec l'arrivée au pouvoir du président Vladimir Poutine en 1999, cette date marque le retour de l'Empire russe dans la diplomatie politique et militaire, plus que commerciale d'ailleurs. La politique étrangère de la Russie a toujours été élaborée de sang-froid. Il n'y a pas, contrairement à la politique diplomatique du président Donald John Trump, il n'y a pas d'à-coup. La diplomatie russe, aujourd'hui dirigée par Sergei Lavrov, a toujours été conçue, y compris dans cette grande académie diplomatique de Moscou, a toujours été conçue à travers 4 grands principes. Tout d'abord, le principe d'indépendance. En effet, rien n'est plus important pour les Russes, que ce soit l'ancien régime d'avant 1917, que ce soit de 1917 à 1953, date de la mort de Joseph Staline, ou de 1953 à nos jours, le principe d'indépendance pour un Russe est un principe important dans la mesure où son indépendance lui permet de mener son véritable destin. Et l'âme du peuple russe est extrêmement forte quant à cet égard. Le deuxième principe, c'est le principe de l'intérêt national. Il y a America First, mais il y a Russia First également. Et le président Poutine, à travers toutes ses campagnes électorales, puisqu'il a fait un certain nombre de campagnes électorales qu'il a gagnées depuis 1999, a toujours mis la Russie
d'abord. Russie d'abord, c'était une vraie volonté du peuple russe. Une vraie volonté du peuple russe après la chute du mur de Berlin, 1989. La Russie, pendant 10 ans, jusqu'en 1999, a tâtonné un petit peu. Elle a eu du mal économiquement à se redresser ou à se dresser tout simplement parce que c'est un pays pauvre, c'était un pays pauvre. Elle a eu beaucoup de mal au plan militaire parce que son armée, on l'a découvert, ne valait rien, il n'y avait pas d'armes, les gens étaient démotivés, la corruption était manifeste et il n'y avait aucune direction. L'arrivée du président Poutine, qui a été appelé par le président Boris Eltsine en 1999, a marqué le retour de la Russie. Et pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde de football à Sochi, pour ceux qui suivent les campagnes électorales du président Poutine, pour ceux qui suivent Russia Today ou Sputnik, qui sont les deux agences, vous voyez dans quelle direction le président Poutine veut aller. Il veut aller dans une seule direction, l'intérêt national de la Russie. Le troisième principe, c'est naturellement la sécurité nationale, puisque même si la Russie est un grand pays, même si c'est le plus grand pays géographiquement, physiquement, le plus grand du monde, la Russie ne peut pas se défendre seule, le territoire est trop grand, et le principe de sécurité nationale est très important également pour ce pays, qui est grand comme 26 fois la France, c'est-à-dire à peu près 25 fois plus grand que Madagascar. Et le quatrième principe, qui revient à ce que j'ai dit en exergue, c'est, même si c'est un peu cynique, c'est le principe de l'attachement à l'ordre juridique mondial, et principalement l'ONU. La Russie est toujours restée derrière les recommandations, les directions et l'autorité de l'ONU, jusque y compris aujourd'hui, dans le cadre du retrait des troupes américaines du Proche-Orient, en Irak et en Syrie, et l'arrivée, mais on le verra tout à l'heure, l'arrivée de la Russie, et puis bien sûr, en embuscade, la République populaire de Chine sur cette région du Proche-Orient, qui très accessoirement est une région pétrolifère. Les faiblesses pour la Russie sont un tout petit peu plus importantes que les faiblesses pour les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, dans la mesure où des sanctions internationales économiques frappent la Russie depuis le conflit en Ukraine en 2014, mais également le conflit en Crimée. Les sanctions internationales permettent d'interdire de voyager les caciques du pouvoir russe, mais également de geler leurs actifs financiers. 17 grandes banques russes sont sujettes à des sanctions, c'est-à-dire des sanctions extrêmement graves. J'ai parlé de la BNP Paribas tout à l'heure, qui a été pénalisée de plusieurs milliards de dollars. Là, les banques russes n'ont pas le droit d'utiliser le dollar et ne font leurs échanges qu'en roubles, voire éventuellement en yuan, yuan chinois. L'Union européenne a interdit l'accès de la Russie au crédit européen, à la Russie, mais également à plusieurs banques russes et à des compagnies pétrolières. Et suite au conflit en Crimée, c'est-à-dire la prise de la Crimée par la Russie, ces sanctions ont été de plus en plus graves contre la Russie. Et la Russie, à partir de 2014, donc, a tout de suite eu cette contre-mesure de faire un blocus, un embargo alimentaire des produits européens en Russie. Ce qui en France, par exemple, qui exportait beaucoup en Russie, l'agriculture française a été pénalisée d'à peu près, je crois, 15%, ce qui est monstrueux par rapport à la puissance de l'agriculture française, mais également l'agriculture polonaise, et il y a cette anecdote que les Russes, depuis, mangent moins de pommes
parce que toute l'industrie arboricole de la Pologne a été interdite. Alors là, j'ai dressé assez brièvement, même si c'est un peu long, les portraits de ces trois pays. Et dans ce deuxième point de la première partie, j'aimerais parler des dissensions réelles ou supposées entre ces trois géants. A priori, je dis bien a priori, ces trois géants se livrent à une guerre d'influence diplomatique, militaire, navale, pour le contrôle des mers, économique, commerciale et de communication. A priori, cette nouvelle trilatérale, en son sein, s'oppose. Mais, vous avez vu, par rapport à la description de ces pays et la situation de ces pays, je pense qu'il faut d'abord voir ce qui se dessine véritablement par rapport à cette nouvelle trilatérale, c'est cet arc euro-asiatique, enfin américano-euro-asiatique, qui part de l'Amérique du Nord, qui passe en Europe, qui passe en Russie, Proche-Orient et République populaire de Chine, qui fait que ces trois pays contrôlent à peu près les trois quarts du monde, même bien plus en termes diplomatiques et peut-être bien plus en termes commerciaux. Les dissensions réelles ou supposées entre ces géants, parlons tout d'abord des dissensions entre l'Union soviétique, entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, des dissensions politiques et diplomatiques, avec un certain nombre d'invectives de part et d'autre entre le président Trump et le président Vladimir Poutine. Mais il y a également un certain nombre de choses qui font que, à bien y regarder, ces dissensions, de mon point de vue, sont plutôt supposées. Elles sont supposées parce que la campagne électorale du président Donald John Trump, ça doit être prouvé. Et Michael Cohen, avant-hier soir, devant le Congrès, en a parlé. Il ne l'a pas prouvé. La Fédération de Russie, par un certain nombre de ses médias, et surtout par Facebook notamment, aurait aidé à discréditer Hillary Clinton et donc peut-être à faire gagner le président Donald John Trump. Ça, c'est la première chose. Une certaine proximité peut-être qui est à démontrer. Aujourd'hui, personne n'a jamais démontré le rôle de la Fédération de Russie dans le succès de la campagne du président Donald John Trump et du fait qu'il ait gagné. Et puis il y a un autre sujet qui énerve beaucoup d'autres grandes puissances, c'est le retrait, ipso facto, des troupes américaines du Proche-Orient. Le retrait des troupes américaines du Proche-Orient ouvre la porte à un certain nombre de choses et ferme la porte à certains autres. Ça ferme la porte notamment à l'Europe, qui a été complètement prise de court, puisque aucun service de sécurité, service de renseignement européen n'a prévu ce retrait des troupes américaines du Proche-Orient. Et ça ouvre, pour le coup, une porte à la Fédération de Russie, je l'ai dit en introduction également, à la République populaire de Chine, qui est en embuscade dans cette région pétrolifère, où il y a à peu près les trois quarts des ressources de pétrole, même si la Russie est un grand producteur de gaz, même si les États-Unis d'Amérique disposent d'une grande réserve pétrolière, mais le retrait des troupes américaines pose un problème à l'Europe notamment, mais ouvre la porte à la Russie. La Russie qui est là, de mon point de vue, pour contenir deux éléments. Tout d'abord, en Syrie, le président Assad, et surtout de contenir, de soutenir
l'Iran, de soutenir l'Iran. Donc là, nous sommes avec le retrait des troupes américaines du Proche-Orient face à un sujet que les uns et les autres ne maîtrisent pas, sinon le président Trump, sinon le président Poutine et éventuellement Xi Jinping. Je ne pense pas une seule seconde que cette décision de retrait des troupes américaines d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie par les États-Unis d'Amérique n'ait pas été quelque chose de concerté justement avec les deux partenaires des États-Unis d'Amérique et de cette nouvelle trilatérale. Excusez-moi. Autre dissension, réelle ou supposée, c'est la dissension entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Sur le plan commercial et diplomatique. Au plan militaire, la lutte pour le contrôle du Pacifique se déroule de façon très feutrée, car l'un et l'autre, États-Unis d'Amérique plutôt, Chine, veulent s'affirmer comme étant leaders, co-leaders, et comme concurrents également face à l'opinion publique internationale, pour mieux contenir les autres puissances de la région, comme le Japon et la Corée du Sud. La marine des États-Unis d'Amérique mouille principalement en Australie, ce qui est très très loin du théâtre de la mer de Chine, mais également avec 28 500 hommes en Corée du Sud. Et le fait que 28 500 Marines soient basés en Corée du Sud, de mon point de vue, ne menace aucunement la République populaire de Chine. Aucunement. Et je pense que la relation américano-Corée du Sud, américano-Corée du Nord, la nouvelle relation, est justement une relation pour contenir deux puissances moyennes, mais qui quand même font partie du G7, la Corée du Sud, qui est un pays développé, qui a su se développer depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée, qui a su se développer, la Corée du Sud et l'Empire du Japon. Je pense qu'aujourd'hui, l'alliance entre Kim Jong-un et Donald John Trump, avec la complicité de la République populaire de Chine, c'est justement pour dire au Japon et également à la Corée du Sud, Don't dream. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, oui, c'est que la route de la liberté en 2014, la route de la liberté de l'Inde en 2014, a été une coproduction entre l'Inde et le Japon, puisque le Premier ministre Modi ainsi que le Premier ministre Abe ont signé cet accord de la route de la liberté. Donc c'est bien que le Japon, quelque part, dans le cadre du Pacifique, se sentait peu ou prou menacé et par la Chine et, comme je viens de le dire, ce que je pense, par les États-Unis d'Amérique. Même s'il y a également un certain nombre de troupes, et notamment des Marines, qui sont basées notamment dans certains ports du Japon. Donc, la dissension entre les États-Unis d'Amérique et la Chine est effective sur les problèmes douaniers, sur les problèmes commerciaux, mais il y a surtout, malheureusement, des dommages collatéraux qui sont supportés, qui vont être supportés, qui seront peut-être supportés gravement par une puissance qui s'appelle l'Europe. L'Europe, notamment avec son avion A380 qui arrête la production, mais qui a déjà transmis tous les éléments technologiques à la République populaire de Chine, puisqu'il y a de la fabrication d'Airbus en République populaire de Chine. La Chine achète les Airbus, mais les Chinois ont dit non,
faites un petit transfert de technologie, comme ça on pourra mieux travailler. Donc Airbus tombe, parce que l'arrêt du 380, ça coûte très cher à l'Europe, mais la technologie est déjà en Chine, et puis l'Europe vit un certain nombre de péripéties politiques, sociétales, économiques, commerciales, aujourd'hui, qui font que malheureusement, ce concept d'Europe, on le verra le 26 mai au soir, à 20h, on verra les résultats des élections européennes, mais malheureusement, aujourd'hui, l'Europe n'est pas dans une très grande forme. Pour en revenir à la dissension entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1989, l'alliance des États-Unis et de la Chine a pris fin de facto, puisqu'il n'y avait plus d'ennemis communs, l'ennemi russe soviétique pour les Américains et l'ennemi russe pour les Chinois. La Chine est actuellement l'un des principaux partenaires économiques de la Russie, ça il faut le savoir. C'est également un des principaux partenaires militaires avec l'achat de matériel militaire. Depuis janvier 2011, un gazoduc permet le transport annuel d'environ 15 millions de tonnes de pétrole de la Russie vers la Chine. En 2014, la Chine et la Russie signent un accord gazier d'une valeur de 400 milliards de dollars. Et au plan militaire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une importante opération militaire conjointe entre la Russie et la Chine a eu lieu, c'est l'opération Vostok 2018. À cette occasion, la Fédération de Russie et le président Poutine ont montré leurs muscles à une échelle jamais vue dans l'histoire récente. Près de 300 000 soldats, 36 000 véhicules, 1000 avions, 80 navires. Donc ça, c'est du jamais vu, déployé sur le territoire russe, avec des chasseurs Sukhoi 35, qui sont des armes aériennes extrêmement puissantes, armées de missiles également puissants, puisque ce sont les missiles Iskander. Ces manœuvres auxquelles a participé l'Armée populaire de libération de la Chine a permis la Chine et la Russie qui partagent quand même 4200 km de frontières. Donc c'est pas rien, c'est très important. Ça a permis à peu près à 3200 soldats chinois de se déployer sur le territoire. Ça va ? J'entends ce que vous dites. Ça a permis ces manœuvres ont permis un rapprochement stratégique avec la Chine et ça a permis également de raffermir les liens, y compris dans une perspective éventuelle d'affrontement un jour, soit diplomatique ou soit militaire, ce qui n'existera, j'espère pas, avec les États-Unis d'Amérique. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces trois grandes puissances. Et maintenant, on va passer au vrai sujet. Ça va être un peu plus court. Le vrai sujet qui est les opportunités pour Madagascar. Dans ce cadre-là, quelles sont les opportunités de Madagascar dans ce cadre-là ? Parce que Madagascar, de mon point de vue, doit construire aujourd'hui son émergence en considérant cette nouvelle architecture de la gouvernance internationale. Tout d'abord, elle doit construire son émergence sur une diplomatie politique tous azimuts avec ces grandes puissances. Alors, tous azimuts, pour les plus anciens d'entre nous, ça rappelle un petit peu la stratégie diplomatique du président Didier Ratsirk en 1975, qui était justement une diplomatie tous azimuts, même si elle s'est accrochée
pendant un temps assez long au Juche de Corée du Nord. Mais disons que la diplomatie du président Didier Ratsirk, en 1975, quand il est arrivé au pouvoir, c'était de dire il n'y a pas d'exclusive. Pas d'exclusive. Il avait rompu quelques mois avant les accords, il avait renégocié les accords avec la France. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a décidé que Madagascar était l'ami du monde entier. Et de mon point de vue, aujourd'hui, cette stratégie de diplomatie tous azimuts doit être également une ligne force pour notre diplomatie et pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe à Madagascar, comme à la Chine, comme aux États-Unis d'Amérique, comme à la Fédération de Russie, c'est leur propre peuple. Et donc aujourd'hui, de mon point de vue, ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est que notre diplomatie doit être au service des Malgaches, et ça ce sont des mots, mais notre diplomatie doit être au service des entreprises de Madagascar et de l'emploi à Madagascar. C'est ce que j'ai écrit il y a quelques jours dans un article qui s'appelle pour une diplomatie économique de combat, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se réfugier derrière le Fiavanen pour être gentil avec tout le monde. Je pense qu'il faut faire comme tout le monde. Hier, j'entendais que l'Allemagne est en train de revenir sur le dirigisme qui a fait son succès. Le dirigisme en Allemagne, c'est de dire, et ça vous pouvez le trouver dans un rapport qui a été fait récemment, c'est maintenant, nous allons travailler pour l'industrie manufacturière allemande. Maintenant, nous allons travailler pour l'agriculture allemande. L'Europe, c'est sympa, c'est amusant, je parle comme les Allemands. Mais d'abord, c'est comme America First, Russia First, c'est l'Allemagne d'abord. Je pense que nous, aujourd'hui, nous, Malgaches, qui que nous soyons, à tous les niveaux, je pense que c'est sur ce sujet-là qu'il faut se focaliser. La lutte contre la corruption aujourd'hui à Madagascar, qui est entamée par la nouvelle administration, procède également du développement économique. Le fait de ramener un certain nombre également d'entreprises virtuelles dans le monde réel de l'économie, c'est également participer au développement économique de Madagascar. Donc, sur le plan, tout d'abord, de la diplomatie politique, c'est-à-dire la diplomatie dans le sens strict du terme, moi je pense que Madagascar doit se singulariser pour défendre ses intérêts économiques et accessoirement territoriaux, doit se défendre en adoptant à chaque vote important au niveau international, que ce soit à l'ONU, que ce soit au sein d'institutions régionales comme l'Union africaine, la SADC, l'OIF, la COI, je pense que Madagascar doit porter sa stratégie pour défendre ses intérêts économiques. Nous sommes amis avec le monde entier. Mais nous sommes d'abord amis avec notre peuple. Et quand un diplomate intervient à l'étranger, fait des actions à l'étranger, il doit penser à nous, aux 26 millions de Malgaches. Parce que faire plaisir à un tel ou un tel, et là je vais mal parler, faire plaisir à un tel ou un tel parce qu'il est en bisbille avec une autre puissance, ou parce qu'éventuellement on peut avoir un certain nombre de choses qui en général n'arrivent jamais, puisque les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, donc ces choses-là n'arrivent jamais, sinon à titre privé. Mais je pense, et c'est là l'axe de la diplomatie politique, je pense que Madagascar doit adopter à chaque fois des positions politiques allant exclusivement, même si naturellement nous sommes dans le concert des nations, il faut bien sûr faire attention à nos relations avec l'Ouganda, avec le Venezuela ou avec le Sri Lanka. Mais
nous devons principalement travailler pour notre développement économique. Nous devons également renforcer nos postes diplomatiques par des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui soient des lobbyistes et qui ont en perspective de justement participer à cette diplomatie économique de combat. Nous devons être également, même si c'est anecdotique, nous devons être, de mon point de vue également, et Madagascar l'est déjà, nous devons être également présents sur les théâtres militaires préventifs. Nous devons participer aux troupes de maintien de la paix, par exemple. Nous devons être présents partout où cela est nécessaire pour une raison simple, c'est que comme nous aimons tout le monde, nous souhaitons la paix dans le monde. Donc nous allons apporter, même si ce sont de petites brigades, de petits éléments, je parle sous votre contrôle, mon général, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bataillons, enfin pas des bataillons, mais disons quelques éléments malgaches, comme il en existe en Afrique également, au Proche-Orient, il y a des malgaches qui sont projetés sur des théâtres de paix au Proche-Orient, en Asie et en Afrique. Moi je pense que cette présence de militaires malgaches à ce niveau-là permettrait d'une part une meilleure visibilité diplomatique de Madagascar, de notre pays, mais également une meilleure visibilité médiatique. Moi, je suis très attaché à la communication, parce que dès lors qu'on communique, évidemment, on se rapproche de l'autre, mais on fait part à l'autre également de notre spécificité, de ce qu'on peut apporter. Il y a beaucoup de malgaches dans les armées étrangères. Je ne parle pas que de la France, il y a des malgaches dans l'armée américaine, des malgaches dans l'armée canadienne, dans l'armée allemande. Donc voilà, nous avons un certain nombre de choses à apporter, et je pense que sur le plan de la présence de troupes malgaches, fussent-elles modestes, sur les théâtres d'opérations préventifs, me semble une bonne chose. La deuxième chose, c'est sur le plan de la diplomatie économique. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos fonctionnaires, nos diplomates, nos agents diplomatiques et consulaires ne doivent avoir en tête que le développement de Madagascar. Mais ils sont fonctionnaires, comme moi je l'ai été de très nombreuses années, mais ils ne sont pas en phase avec les réalités économiques du pays, au cœur des réalités. C'est pour cela que je pense que cette diplomatie économique de combat doit s'appuyer principalement, et je dirais même exclusivement, sur la société civile, c'est-à-dire sur les entrepreneurs de Madagascar. Et je pense que la création d'une équipe Madagascar en relation avec les postes diplomatiques serait intéressante pour aider justement tous ces attachés commerciaux, tous ces conseillers économiques au sein des ambassades, parce que nous avons beaucoup à montrer au monde, nous avons beaucoup à apporter au monde. Ce matin, j'écoutais l'interview de mon ami Stéphane Layani, qui est le président-directeur général du marché de Rungis, puisque Rungis fête ses 50 ans. J'ai eu l'occasion de conduire l'ancien chef de l'État à Rungis il y a à peu près un an, où nous avons vu un certain nombre de produits malgaches de très très haute qualité, les litchis, les fleurs, les haricots verts et les crevettes, qui sont les meilleures du monde, parce que ce sont des crevettes qui sont label rouge, c'est-à-dire du plus haut niveau de qualité et de sécurité alimentaire. Nous avons beaucoup de choses. Chocolaterie Robert est présent dans le 12e arrondissement de Paris. Il est présent également dans un certain nombre de foires. L'autre marque que j'ai oubliée, qui appartient à mon ami Shahin Kassam Chenaï, également est présente dans toutes les foires internationales, y compris des foires du chocolat. Nous avons beaucoup à apporter, et simplement ce que je dis, et ça je le dis en tant qu'ancien haut fonctionnaire, puisque la fonction publique ou les fonctionnaires doivent être alimentés par ceux qui savent, et ceux qui savent par rapport au développement économique, par rapport au développement des entreprises, ce sont nos entrepreneurs malgaches. Donc moi je serais assez favorable à cette création d'une team Madagascar aux côtés
du ministère des Affaires étrangères de Madagascar pour justement aider de façon très concrète nos diplomates sur les postes à l'extérieur. Pour l'instant, nous avons 23 ambassades à travers le monde. Je ne sais pas ce que décidera le président Andry Rajoelina, qui est, de par la Constitution, le seul chef de la diplomatie. Je ne sais pas ce qu'il décidera par rapport au poste diplomatique, mais ce que je peux dire par là, c'est que tous nos syndicats d'entrepreneurs, de mon point de vue, devraient apporter leur concours à ces fonctionnaires pour leur dire, bah, écoutez, justement, là, il y a une entreprise à Fianarantsoa qui peut travailler avec une entreprise dans le Michigan, il y a une entreprise à Tuléar qui peut parfaitement travailler en partenariat avec une grande usine chinoise, il y a un créateur malgache qui peut travailler avec des créateurs russes, voilà. Donc moi je pense que tout cela, comme on dit, comme j'ai coutume de dire, on ne peut pas construire sa maison tout seul. Et je pense que le développement de Madagascar, l'émergence de Madagascar, la prééminence de Madagascar doit se faire avec le maximum d'acteurs. Et le maximum d'acteurs en matière de diplomatie économique de combat, encore une fois, de mon point de vue, se fera avec les entrepreneurs de Madagascar. Je pense également qu'il faut disposer d'une équipe de diplomates crédibles, disposant de réseaux, naturellement, et d'équipes diplomatiques qui soient exclusivement dédiées au développement économique de Madagascar, je l'ai dit, mais qui soient dédiées au développement économique de Madagascar avec impérativement une obligation de résultat. Un diplomate à l'étranger coûte très cher au budget national malagasy. Ça coûte très cher. Ça doit rapporter. Ça doit rapporter. Ça veut dire obligation de résultat. Ça veut dire, vous, à telle ambassade, vous avez rapporté combien d'emplois à Madagascar, vous avez rapporté combien de technologies à Madagascar, vous avez rapporté combien de crédits internationaux à Madagascar. Parce qu'il y en a des ADC ou des fonctionnaires, tout simplement, qui sont volontaires pour partir dans les postes. Mais il y a un corollaire, c'est justement cette obligation de résultat, parce que nous, les 26 millions de Malgaches, on attend d'eux, qui sont à l'étranger, un certain nombre de choses pour notre développement économique. C'est-à-dire nos emplois, c'est-à-dire notre santé, notre éducation, nos transports, nos routes, nos infrastructures. C'est de cela dont nous avons besoin ici. Et malheureusement, nous n'avons pas tous ces moyens. Donc, chacun doit apporter sa pierre. Voilà. Et également, troisième point sur le plan de cette diplomatie économique, ça avait été fait, mais c'est, pour le vivre d'assez près, c'est malheureusement fait sans grands moyens. C'est la participation de Madagascar, des entreprises innovantes de Madagascar, des entreprises qui ont apporté beaucoup de choses à l'étranger, leur présence dans les grandes foires commerciales internationales, leur présence lors de grands événements régionaux, quitte à créer éventuellement des grands happenings autour de nos richesses touristiques, mais également de nos potentialités en termes de ressources humaines et de produits phares. Tout à l'heure, je lisais dans une petite annonce dans Midi Madagascar, les Seychelles recrutent actuellement, par exemple, des chauffeurs routiers. Voilà, c'est une petite annonce de tout à l'heure dans Midi. Qui va y aller? Comment ça va se passer? Qui va défendre éventuellement ceux qui vont là-bas? Parce que le salaire, c'était $500 par mois, donc ce n'est pas un gros salaire. Je ne connais pas le prix de l'hébergement aux Seychelles, mais si c'est $300 pour avoir un lit et s'héberger, il vous reste $200 pour manger et puis accessoirement pour envoyer à vos familles. Donc il y a toutes ces choses-là, la présence à des foires internationales, la présence également dans les grands happenings pour valoriser nos ressources humaines, mais aussi pour protéger nos compatriotes. Quand je parle de ressources humaines, c'est de proposer nos compatriotes, mais aussi de les protéger. Je ne reviendrai pas naturellement
sur le sort d'un certain nombre de nos compatriotes à Paris, au Proche-Orient, je ne citerai pas les pays, mais qui est tout à fait inqualifiable, parce que justement, nos jeunes compatriotes n'étaient pas défendus, ou sont partis par des filières d'escrocs, voire de proxénètes, à l'extérieur. C'est de tout cela dont je parle. C'est de tout cela dont j'estime que nos diplomates sont comptables. Défendre Madagascar, défendre son économie, et défendre les ressortissants malgaches à l'étranger. Ça, c'était sur le premier point. Le deuxième point, premier point sur cette diplomatie économique de combat est plutôt cette économie d'entreprise Madagascar. Le deuxième point, c'est les accords d'État à État, qui sont également très importants dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, du commercial, de l'éducation et de la culture, qui sont des échanges que vous connaissez puisque c'est à peu près tous les jours dans les journaux malagasy. Avec la République populaire de Chine, tout d'abord, un certain nombre d'accords de coopération économique sont signés, depuis très longtemps d'ailleurs, notamment le dernier accord qui porte sur 15 millions de dollars qui a été signé en septembre 2018 et qui a été confirmé en janvier 2019 au président Anthony Rinratsoen à Yavlu. C'est dire que la permanence de l'intervention des puissances étrangères à Madagascar, quel que soit le régime. 9 projets sont par ailleurs en cours de discussion, dont des hôpitaux, dont également un centre de médecine traditionnelle chinoise. 5 projets d'envergure qui sont d'environ 735 millions de dollars financés à des prêts à taux bas, concernent notamment la centrale hydroélectrique de Ranmafan pour 270 millions de dollars. Pour ce qui concerne, ça c'était pour la Chine, et c'est juste quelques accords d'État à État, accords bilatéraux entre la Chine et Madagascar. Pour ce qui concerne la Russie, la coopération avec la Russie est un petit peu plus modeste. C'est en octobre 2018, un petit peu plus modeste avec Madagascar, même si, j'ai parlé tout à l'heure de l'ère du président Didier Ratsirg, la Russie était extrêmement présente dans les années 70, fin des années 70-80 à Madagascar, puisque de mémoire, le poste diplomatique russe à Madagascar dans les débuts des années 80 comportait à peu près 200 fonctionnaires soviétiques. Donc c'est quand même quelque chose c'était quelque chose de très important. La Russie revient en Afrique en général et à Madagascar en particulier. Le premier forum Russie-Afrique qui a été organisé par les réseaux internationaux des diplomates des grandes écoles russes et les anciens diplomates en poste en Russie, a eu lieu donc en octobre 2018. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, Madagascar dispose, y compris au sein de l'armée, et je connais des officiers supérieurs et officiers généraux qui parlent parfaitement russe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés soit en Union soviétique, ou soit en Bulgarie, Roumanie, ou des pays du satellite soviétique dans les années 80. Donc nous avons aujourd'hui des ressources humaines qui peuvent parler avec ce grand partenaire qu'est la Russie. La Russie a signé récemment à Madagascar un certain nombre de protocoles dans le domaine de la santé, avec l'échange et la formation de médecins et la mise en place de laboratoires. Elle a signé des protocoles, vous le savez, dans les mines, dans l'éducation, dans la recherche scientifique et dans le domaine militaire, puisque vous avez peut-être pu apercevoir en ville, au mois d'octobre 2018, des militaires russes qui étaient présents lors d'une manœuvre malgacho-russe à Madagascar. Et la Russie est intéressée par une coopération militaire avec Madagascar dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme, mais également dans le domaine de la piraterie aérienne. Et enfin, avec les États-Unis d'Amérique, et j'en aurai terminé après, avec les États-Unis d'Amérique, la coopération remonte à plus de 150 ans. C'était en 1867 qu'ont été signés les premiers accords de coopération. C'était sous le règne de notre reine Rasuern. En 2009, suite à la transition, pendant la transition, les États-Unis d'Amérique ont dû imposer des sanctions à l'endroit de Madagascar parce qu'ils ne comprenaient pas cette transition. Je ne m'étendrai pas. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont revenus à Madagascar, même s'ils n'ont jamais quitté Madagascar, même s'il y a toujours eu de très bonnes relations, y compris quand il y a eu rupture avec la Goa, toujours de bonnes relations avec Madagascar. Aujourd'hui, la coopération avec les États-Unis d'Amérique se fait dans le domaine de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de la montée des extrémismes, pour parler clair, la montée de l'intégrisme musulman à Madagascar, qu'on ne voit pas obligatoirement à Tananarive ou dans les grandes villes, mais qu'on peut voir quand on voyage beaucoup à Madagascar, ce que j'ai la chance de faire. On peut voir dans certaines localités, pas seulement au nord, entre Ambiloubé et Antsiranan, pas seulement au nord, ni dans le sud-est, qui sont des terres musulmanes d'origine, si je puis dire, mais également dans des petites villes, dans la Sava, dans le sud-ouest, vers Morunda, vers Tuléa, y compris Fort-Dauphin. Donc il y a une petite montée, petite prégnance, disons, de ces extrémismes-là qui sont surveillés, naturellement par les forces de sécurité malgaches, mais également par les services de renseignement américains qui, il y a 4 ans, ont triplé le nombre d'agents de la CIA à Madagascar, puisque justement la piraterie aérienne, la montée du terrorisme et puis la montée d'un certain nombre d'extrémismes montraient la nécessité, et puis les moyens de l'État malgache qui sont modestes, comme vous le savez, montraient la nécessité pour les États-Unis d'Amérique de renforcer leur poste de service de renseignement et puis naturellement d'observation satellitaire des côtes malgaches, mais également d'observation satellitaire sur le territoire national malgache. Donc une coopération dans ces matières-là, de lutte contre le terrorisme et la montée des extrémismes, une assistance dans la surveillance satellitaire de l'espace maritime malgache, même si, et ça c'est quelqu'un qui est un malgache, un officier malgache qui est au cœur justement de ce dispositif qui me l'a expliqué, c'est qu'effectivement les satellites d'observation russes, américains ou français parlent d'un certain nombre de choses, de pillage des côtes, mais malheureusement, nos forces d'intervention sur ces gros chalutiers, sur ce pillage, ne peuvent pas se faire puisque nous n'avons pas de très très grands moyens en matière de lutte contre le pillage de nos côtes. Avec les États-Unis d'Amérique, c'est également la formation de nombreux militaires et de hauts fonctionnaires. C'est également, à travers l'AGOA, le textile, et d'autres accords commerciaux bilatéraux, un encouragement à l'industrie manufacturière malgache. Un autre domaine également qui revient, qui rappelle ce que j'ai dit sur la diplomatie économique de combat, les États-Unis d'Amérique sont très intéressés par ce qu'on appelle le branding, c'est-à-dire la marque d'un pays. Madagascar, je ne parle pas du dessin animé, mais Madagascar doit, par sa vanille, ses lémuriens, ses baobabs, un certain nombre de choses, devenir une grande marque. C'est déjà une grande marque. Parce que sur les marchés parisiens, quand vous marquez crevettes, bon, c'est émouvant. Et quand vous marquez crevettes de Madagascar, qui sont à peu près 30% plus chères que les autres crevettes, eh bien les gens achètent les crevettes de Madagascar. Les gens achètent des litchis de Madagascar.
Les gens ne parlent que de la vanille de Madagascar, même s'il y a de la vanille subsidiairement aux Comores, à La Réunion, à Tahiti, en Inde et en Amérique du Sud. La vanille, c'est Madagascar. Donc la préoccupation des États-Unis d'Amérique, et je sais qu'il y a un certain nombre de coopérations qui se font dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de la marque, du branding Madagascar, Made in Madagascar. Et en matière sanitaire, enfin, les États-Unis d'Amérique interviennent, notamment pour éradiquer, c'est très difficile à faire, tous ces problèmes de peste, de rougeole, en coopération avec les services de santé malagasy. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire sur les opportunités de Madagascar face à la nouvelle trilatérale. La nouvelle trilatérale qui, de mon point de vue, est la nouvelle gouvernance du monde. La nouvelle gouvernance du monde. Le 11 septembre 1972, quand Kissinger a fait le coup d'État contre le président Salvador Allende, quand il a fait assassiner Salvador Allende pour faire le coup d'État au Chili et mettre Pinochet au pouvoir, ça a suscité beaucoup d'émoi dans le monde entier. Aujourd'hui, le fait d'être un petit peu pushy avec Maduro au Venezuela ne suscite que l'allégresse des bien-pensants. Donc, aujourd'hui, l'action de cette trilatérale dans le monde est prouvée, et de mon point de vue, je pense qu'au niveau des affaires, du business, au niveau diplomatique, au niveau culturel, Madagascar, grâce à ses postes à l'étranger, c'est pour ça que là je parle de l'obligation de résultat, grâce à ses postes à l'étranger, pourra permettre la promotion de Madagascar, et en faisant la promotion de Madagascar, on fait la promotion de nos entreprises malgaches, et en faisant la promotion de nos entreprises malgaches, on crée des emplois, y compris pour vous, vous les jeunes. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Et maintenant, comme vous me l'avez tous promis, vous allez poser plein de questions. Non, mais soyez pas timide, parce que justement, c'est en étant timide que la terre entière passe devant nous, et voilà. Faites comme moi, ayez une grande gueule. En général.